désolée, je vais devoir écourter le débat. Il nous reste encore une quatrième et dernière partie à aborder, celle de l'avenir et les perspectives de la CAFAT. Donc de nombreux... Pardon ? Du RUAM. Ah oui, excusez-moi. Ah, ça c'est fait. Donc, de nombreux assurés nous ont posé des questions sur cette thématique. La première s'adresse à Philippe Wamba, nous l'écoutons. On est un petit peu submergé par la paperasserie à l'hôpital en général, par les papiers administratifs. Et j'aimerais savoir quand est-ce que va arriver l'équivalent d'une carte vitale, comme celle qui existe en métropole. Je pense que ça faciliterait beaucoup de choses pour les patients, pour les secrétaires, pour le bureau des entrées, pour l'administratif en général. La question de la carte vitale, je l'entends depuis au moins 20 ans. Je ne suis pas persuadé que la carte vitale soit la panacée. Lorsque nous rencontrons nos homologues de la sécurité sociale en métropole, d'ailleurs, je dirais qu'ils sont majoritairement plutôt à nous déconseiller d'adopter le système qui a été très coûteux en métropole. Et puis aujourd'hui, on peut penser qu'il y a des technologies plus modernes. Ceci étant, il est certain que la dématérialisation des échanges, d'abord c'est l'avenir, on y est d'ailleurs déjà, mais c'est aussi une source de gain de productivité évidente. Alors nous offrons déjà quelques services dématérialisés aux professionnels de santé, mais il y a là encore dans ce domaine vraiment beaucoup à faire. Mais on ne peut pas mener tous les chantiers en même temps. Et c'est vrai que la CAFAT privilégie depuis ces dernières années et encore aujourd'hui l'offre de services aux cotisants employeurs. Je pense en particulier à la déclaration préalable à l'embauche qu'on a mis en place il y a quelque temps, la possibilité pour les employeurs de faire depuis maintenant quelques semaines leur déclaration liée au chèque emploi service par Internet, et puis également depuis quelques jours la déclaration nominative trimestrielle également par Internet. Mais pour en revenir à l'assurance maladie, nous avons réalisé un certain nombre d'études préalables, notamment qui visent à aboutir à la mise en œuvre d'une feuille de soins électronique. Mais comme je l'ai dit il y a 2 minutes, on ne peut pas mener tous les chantiers en même temps. Ce chantier-là, nous avons bon espoir de le mener à terme à l'horizon 2018. Voilà. Quand est-ce qu'on aura une couverture médicale partout pareil dans le pays? La couverture médicale unique, c'est-à-dire au lieu d'avoir le RUAM plus 3 aides médicales de base gérées par les provinces, c'est une revendication que l'on a entendue partout. Dans le cadre des assises de la santé, quand on est allé à Lifou, quand on est allé dans le Nord, les gens nous ont dit la couverture médicale unique, ça nous arrangerait bien. Avoir tous les mêmes droits, la même couverture de base, le même parcours de soins, le même accès au secteur libéral, c'est ça qu'on voudrait. Donc c'est une recommandation des assises, on l'a accompagnée d'une autre recommandation, c'est que tout le monde puisse avoir une couverture complémentaire, donc une mutuelle obligatoire pour tout le monde, quelle que soit la situation, puisque comme on l'a vu jusqu'à présent, le RUAM ne peut pas couvrir 100% de toutes les situations. Donc c'est le binôme couverture médicale unique plus couverture complémentaire pour tous qui nous paraît la bonne réponse à cette question. Suite aux remarques que les commissaires au sein du Congrès, mais aussi des élus à l'extérieur font assez régulièrement, qui partent du constat selon lequel les changements du mode de comptabilisation récent à la CAFAT, les difficultés récurrentes dans l'exercice de prévision pour estimer le résultat des différents régimes, en l'occurrence du RUAM, les difficultés budgétaires qui s'imposent aussi aujourd'hui aux collectivités, notamment à la Nouvelle-Calédonie, et puis le manque regretté par certains d'anticipation des pouvoirs publics en étroite relation avec la CAFAT, font que la question qui se pose pourrait être
n'est-il pas nécessaire, à l'instar de la métropole qu'il a créée depuis 1979, d'imaginer qu'une commission consultative des comptes sociaux, comme c'est le cas en métropole, ou uniquement dédiés au RUAM, qui représente aujourd'hui la moitié des dépenses de la CAFAT, n'est-il pas nécessaire que cette commission consultative s'instaure avec des représentants, bien sûr de la CAFAT, mais aussi des élus, des représentants des différents organismes, des représentants des organisations syndicales, des professionnels, et puis des experts, des personnalités qualifiées, avec comme objectif, bien sûr, d'être alimentés et de suivre l'évolution, mais surtout de faire en temps réel, le plus vite possible, des recommandations, tant à l'organisme qu'au pouvoir public, pour pouvoir non pas forcément réagir dans l'urgence, mais plutôt anticiper les changements qui, pour certains, seront maîtrisés, mais pour d'autres, s'imposeront à nous. Voilà. Je m'adresse à vous, Philippe Rouamba. La création d'une commission consultative est-elle à l'ordre du jour? Alors, cette idée de créer une instance pluri-institutionnelle a été évoquée à plusieurs reprises. Le conseil d'administration de la CAFAT, en 2011, parmi les propositions qu'il avait validées, émises, avait proposé la création d'une instance pluri-institutionnelle qui aurait eu notamment comme mission de planifier l'offre de soins, de pouvoir intervenir pour déterminer les taux d'évolution de la dotation des hôpitaux publics. Donc, instance pluri-institutionnelle, cette proposition avait été faite par le Conseil. Plus récemment, j'ai entendu une proposition du même type lors des Assises de la Santé, avec un observatoire de la santé qui aurait comme mission, entre autres, de mieux connaître les dépenses de santé, pour permettre un meilleur pilotage. Donc, cette idée-là, effectivement, elle semble faire son chemin. Ceci dit, en métropole, la commission des comptes de la sécurité sociale, qui existe depuis 1979 et qui est présidée par le ministre de la Santé, a principalement comme mission d'analyser, de publier les comptes de la sécurité sociale. Et c'est généralement devant cette commission que le ministre annonce en primeur, si je puis dire, les mesures nécessaires à l'équilibre des régimes. Je pense qu'une instance pluri-institutionnelle serait effectivement de nature à avoir une meilleure connaissance et à pouvoir effectuer un pilotage réel, oui, de la politique sanitaire, sociale. Donc je pense que si l'idée était effectivement soumise à notre conseil d'administration, je pense qu'il l'étudierait avec beaucoup d'intérêt. Parfait. Avant d'ouvrir le dernier débat de la soirée, je vous propose d'écouter 3 questions concernant l'avenir et les perspectives de la CAFAT. Je donnerai ensuite du RUAM, deuxième fois. Je donnerai ensuite la parole à Xavier Martin pour répondre à ces questions. Compte tenu de l'augmentation du nombre de longues maladies, compte tenu de l'apparition de médicaments, notamment en cancérologie, extrêmement coûteux, et surtout compte tenu de la création du nouvel hôpital de Koutiou, qui va entraîner un surcoût absolument considérable des dépenses, dans la mesure où chaque médecin a l'obligation d'utiliser les nouvelles technologies, et que bien entendu, tous les médecins de la place vont le faire, on peut s'attendre à une explosion des dépenses dès que l'hôpital de Koutiou sera en place et sera en plein fonctionnement. Comment prévoyez-vous sur le moyen terme et sur le court terme cette inévitable augmentation qui risque d'être considérable du budget des dépenses? Donc comment allez-vous financer le RUAM? Avez-vous des pistes particulières compte tenu de cette augmentation qui va certainement s'étaler sur quelques années? Je m'inquiète un peu de savoir comment et quand la CAFAT ne sera plus en mesure d'assurer les prestations qu'elle assure actuellement, et comment la direction de la CAFAT peut prévoir, d'une façon ou d'une autre, d'alimenter les finances de cet organisme essentiel pour tous les Calédoniens. 15 ans après la création du RUAM qui devait stabiliser de manière pérenne les recettes de l'assurance maladie, quand est-ce qu'on va aboutir à un système qui ne dure pas 5 ans, 7 ans ou 8 ans, mais qui stabilise les finances
sur 10, 15 ou 20 ans. Parler des difficultés que nous avons à prévoir les résultats du RUAM. Je vous propose de regarder ces résultats historiques depuis 2002, ce qui va vous permettre de constater à quel point il est compliqué effectivement de pouvoir anticiper à long terme ces variations. Nous passons de périodes d'excédent à des périodes de déficit très rapidement. La vie du RUAM n'est pas un long fleuve tranquille. Il est soumis à beaucoup de contraintes exogènes et de petites variations ont immédiatement des effets très importants en fait sur ces résultats. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, déjà pour parler de l'existence, c'est que ces variations ne lui ont pas permis de constituer les réserves qui pourraient effectivement atténuer l'amplitude des difficultés que nous rencontrons depuis 2011, puisque 2011 est l'année où nous avons commencé à enregistrer les vrais, le tarissement de notre trésorerie, les vraies insuffisances de trésorerie, c'est fin du premier semestre 2011. Et depuis, la trésorerie de RUAM reste tendue malgré la réforme intervenue au 1er janvier 2012. Le pic que l'on observe entre 2012 et 2013 est lié effectivement aux recettes supplémentaires que nous avons obtenues, mais surtout à des subventions exceptionnelles d'équilibre que nous avons reçues, en plus des mécanismes normaux d'alimentation du RUAM. Voilà. Et depuis, vous voyez qu'en 2014, notre résultat était extrêmement négatif, à plus de 4 milliards. C'est la première année que nous avions prévu un résultat supérieur à celui que nous avons obtenu sur le RUAM. Avant, on nous reprochait d'être assez pessimiste dans les résultats que nous affichions. Eh bien, en 2014, la tendance s'est inversée. Je vous propose maintenant de voir la courbe comparée, les courbes comparées en fait d'une projection que nous avons faite. C'est un exercice extrêmement difficile. On a pris quelques hypothèses. On va vous dire quelles hypothèses nous avons pris. Courbe des charges et des produits. Pour la courbe des charges, nous sommes partis d'un taux d'évolution des dépenses de santé hors dotation globale de financement des hôpitaux de 4%. C'est un taux d'évolution plutôt raisonnable au regard de ce qu'on a pu observer certaines années. Nous avons tenu compte également des effets de l'augmentation annoncée de la dotation globale de fonctionnement dans la perspective de l'ouverture du Medipôle. Et puis pour les produits, nous sommes partis, sur les charges, nous avons aussi intégré une évolution de nos charges de fonctionnement que nous avons contenues à une prévision d'inflation de 1 à 1,5%. Sur les produits, nous avons intégré, d'ailleurs c'est très visible sur 2016, les nouveaux produits qui sont annoncés, les textes qui ont été pris ou les décisions qui ont été prises par la Nouvelle-Calédonie, dont par exemple la réaffectation de l'ensemble des compensations versées par l'Agence sanitaire et sociale au RUAM plutôt que de les distribuer à tous nos régimes. Donc cette mesure qui porte effet sur 1 an et demi depuis le 1er juillet de cette année portera ses pleins effets en 2016. Donc nous aurons une réorientation complète des compensations. Et puis les effets du produit de l'augmentation du prix du tabac de 30% qui, on nous annonce 3 milliards de recettes supplémentaires, ont été affectés sur nos produits à venir. En termes d'évolution de cotisation, nous sommes partis sur une hypothèse de 1,5 également, sachant que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nos cotisations n'évoluent plus du tout depuis début 2014 et que cette tendance se confirme sur 2015. 1,5% d'augmentation reste à ce stade aujourd'hui, selon les informations dont on dispose. On n'a pas non plus d'infos nous permettant d'imaginer une reprise de l'activité économique dans les mois qui viennent. Et donc, elle reste une hypothèse optimiste, nous semble-t-il. Donc, nous n'avons pas forcé le trait. Et vous pouvez voir que l'écart se creuse entre les produits et les charges sur les 3 prochaines années. Et si rien n'est fait de nos prévisions, voilà ce que nous devrions atteindre d'ici 2018, c'est-à-dire un pic où nous revenons pratiquement à l'équilibre sur 2016, si nos hypothèses se confirment, bien entendu, et ensuite une chute du résultat pour arriver à un déficit 2018 qui avoisinerait les 10 milliards. A-t-on des solutions de redressement ? Les dépenses de santé s'élèvent annuellement à 350 000 francs par habitant.
On sait qu'elles sont amenées à augmenter considérablement. Le Congrès vient récemment d'augmenter de 30% le prix du tabac afin de décourager les fumeurs, mais surtout en fait de financer une partie du déficit du RUAM. Une première piste de réflexion ne serait-elle pas une meilleure prise en compte des addictions et des conduites à risque? À plus court terme, est-ce que la limitation des dépenses devra passer par une meilleure gestion en fait, des organismes, mais aussi par exemple une baisse du prix des médicaments et éventuellement des prescriptions plus sobres des praticiens? Est-ce qu'à cause du déficit, on va payer plus? Le renflouement du RUAM intervenu à la suite du plan d'urgence décidé par le gouvernement fin juin et l'affectation au RUAM du produit de la hausse des prix du tabac suffiront-ils à restructurer son financement ou faudra-t-il instaurer une nouvelle taxe du type TVA sociale ou taxe sur les produits sucrés pour rétablir durablement sa situation financière et asseoir sa pérennité? Le système d'assurance maladie est vital pour tous les Calédoniens et sa pérennité doit être absolument obligatoire. Toutefois, depuis quelques années, les dépenses sont systématiquement supérieures aux recettes. Or, comment financer ce déficit structurel? Par une augmentation de nos cotisations, par une augmentation des subventions et donc de nos impôts, par une réduction des frais de gestion? Ne faut-il pas ajuster les dépenses aux recettes et non l'inverse? Effectivement, la proposition et la recommandation de la Cour des comptes pour la situation en métropole. La Cour des comptes, il y a quelques jours, a rendu ses recommandations. Donc je vous les lis. Il est nécessaire d'agir désormais par la maîtrise des dépenses plutôt que par la mobilisation de nouvelles recettes. Il y a un impératif à fléchir fortement par des mesures structurelles la dynamique des dépenses d'assurance maladie. Bon, est-ce qu'on peut le faire en Nouvelle-Calédonie? Voilà, Xavier Martin vous a dit qu'il faut trouver 10 milliards de francs d'ici 2018. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver 10 milliards de francs en restructurant les dépenses de santé? Moi, je ne le crois pas. Ça me fait penser à cette phrase de Woody Allen qui dit la pauvreté, l'argent est toujours préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. On a un problème de 10 milliards de francs. Soit on arrive à trouver 10 milliards de francs de recettes, de cotisations, d'impôts, soit on arrive à économiser 10 milliards de francs de dépenses, je ne sais pas comment, soit on essaye un scénario mixte. Alors, je ne suis pas du tout dans le champ de compétences de la CAFAT. On peut faire des recommandations, on peut donner des avis, mais là, sur ce dernier slide, on va vous parler de ce à quoi on a réfléchi. La décision, bien évidemment, elle est aux élus, au Congrès et au gouvernement. Nous, ce qu'on dit sur les dépenses de santé, Xavier Martin vous a dit on a fait des prévisions avec une analyse à 4% d'évolution des dépenses de santé. On a refait tourner nos prévisions en mettant 2,5% au lieu de 4%. Pourquoi 2,5%? C'est à peu près le rythme qu'il y a en métropole. Donc c'est un rythme qui est bien inférieur au nôtre, avec des raisons structurelles et d'organisation différentes. Mais c'est un rythme qui n'est pas totalement inatteignable. Si on a 2,5% d'évolution des dépenses à partir de maintenant, en 2018, on aura économisé 4 milliards de francs. Donc on aura un déficit qui ne sera plus de 10 milliards, mais de 6. Et je précise que cette hypothèse n'a pas touché les taux d'évolution du Medipôle. On a laissé, parce qu'on a pensé que ce n'était pas la peine de penser que le Medipôle, en tout cas dans ces années d'installation, allait pouvoir baisser considérablement son financement. Donc on a laissé les prévisions sur le Medipôle et on a touché tout le reste d'évolution des dépenses. Donc avec 2,5%, on pourrait faire la moitié du chemin. Certainement, si on avait un scénario mixte, il faudrait les taxes sur les produits sucrés, c'est une piste. Peut-être plus de parité dans les taux de cotisation des différents assurés. C'est une piste qui avait été également envisagée il y a quelques années. Par exemple, les taux de cotisation des retraités ou des travailleurs indépendants qui sont, comme on vous l'a dit, inférieurs à ceux des salariés, pourraient peut-être contribuer de manière plus importante à la situation du régime. Si on faisait ces deux scénarios-là, bien peut-être
qu'on arriverait à une situation tenable en 2018. Voilà, c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui, et simplement, évidemment, c'est une affaire qui vous concerne tous et qui relève de la compétence de chacun d'entre vous. Merci. Nous arrivons au terme de cette soirée, de cette conférence. Avant de lancer le débat, je tiens à remercier nos 4 interlocuteurs qui ont répondu à ces questions décisives pour l'avenir de la CAFAT. Donc 10 milliards de déficit comptable d'ici 2018, ça suscite quelques questions. J'imagine que vous avez des réactions à ce sujet. Je voulais savoir si dans les pistes qui ont été envisagées, celle qui consisterait à revoir malheureusement à la baisse le niveau, le niveau de protection sociale que la Calédonie offre à sa population, s'il ne faut peut-être pas se résoudre à le réviser un peu à la baisse. Est-ce que ça a été envisagé? Oui, et c'est des pistes qui sont envisageables. L'instauration d'un ticket modérateur également, donc le fait que les assurés contribuent, c'est des pistes qui sont vraiment dans l'air du temps. Beaucoup de personnes envisagent maintenant que les assurés payent un peu plus, en particulier, je dirais clairement les assurés en longue maladie, qui puissent contribuer au financement du régime en dépensant un petit peu moins. Juste quelques remarques quand même sur les sujets qui ont été évoqués. La carte vitale, le travail des assises de la santé, entre autres, a constaté une chose qui avait une nécessité notamment du regroupement des fichiers, donc des informations, pour un meilleur suivi. Une des premières applications, c'est certainement une dépense, mais une des premières applications, ce sera même une urgence. En fait, c'est un gain plus qu'une dépense, puisqu'en fait, ce qui serait pisté, c'est le contrôle et la redondance des actes qui se font régulièrement entre le public et le privé, des actes répétés X fois dans les services, pour l'instant, sans demande de compte réel. Donc c'était un grand enjeu qui a été soulevé par les assises et que je tiens aussi à rappeler là. Alors ça ne s'appelle pas la carte vitale, mais c'est quand même le point structurel important. Au point où nous en sommes, il est évident que le côté structurel va être prépondérant. Deuxième point, sur la commission consultative, ça a fait l'objet aussi d'un débat. Je souhaite aussi rappeler ce point. Ça a fait l'objet d'un débat et de vote au sein des assises, et c'est un sujet partagé. Ça s'appelait effectivement Observatoire de la santé, c'était aussi éventuellement une cellule, en fait, action, une répartition entre un observatoire et une cellule action. En tout cas, les participants des assises, ils étaient nombreux, ont voté à leur majorité une indépendance de ce système, pour une structure extrêmement légère, mais de compétences, qui permettait effectivement d'être à côté des politiques, en remettant les politiques au centre, guidés par un observatoire de la santé. Ça, c'est un point essentiel. Sur la taxation du tabac, les produits sucrés et autres, je rappelle quand même les positions de la Fédération des professionnels libéraux de la santé. Les taxes de santé, ça se voit d'ailleurs dans les petites questions qui sont posées. Les gens ne croient pas que ce soit des taxes de santé. Ils pensent que ce sont des taxes d'équilibre. Franchement, le tabac, là-dessus, il n'y a pas réellement de débat. On sait très bien que la taxation diminue le nombre de fumeurs au fur et à mesure, notamment ceux qui rentrent dans ce genre d'addiction. Et c'est primordial pour l'avenir. En fait. On est quand même à plus de 50% de fumeurs ici en Calédonie, contre autour de 15% en Australie. On mesure quand même les écarts et surtout les coûts de santé induits. Donc, tout ça pour dire une chose, c'est que ces taxes de santé doivent être clairement expliquées continuellement et fléchées sur effectivement la santé, la prévention et le financement. Mais il est très important que cette explication soit faite et qu'il y ait une politique durable autour de ça. Je voudrais juste dire que c'est vrai qu'en hypothèse, nous avons pris le fléchage des produits de l'augmentation du tabac de 30% sur M, mais le texte ne le précise pas. Donc ce sera une volonté du gouvernement d'attribuer ou pas à M le résultat du produit de cette augmentation de la T3S. Oui, je m'aperçois qu'on n'a pas abordé le sujet des maladies professionnelles.
Et c'est un sujet quand même étonnant où la CAFAT peut gagner de l'argent, enfin même se faire rembourser. C'est que malheureusement, compte tenu de la réglementation des maladies professionnelles, la CAFAT ne peut pas poursuivre l'employeur qui est victime d'une faute qui engendre, par des mauvaises conditions de travail, des maladies professionnelles dont il est responsable. Il est condamné en première instance en faute inexcusable, mais pour pouvoir poursuivre, la CAFAT ne peut pas le faire. Pour se faire rembourser l'argent qu'elle a versé pour indemniser des malades victimes d'un employeur, elle ne peut pas le faire. Il faut que ça soit la victime qui le fasse, qui elle-même engendre la procédure. À ce moment-là, la CAFAT est déjà remise au signe. Elle suit les victimes et elle poursuit également l'employeur et elle arrive in fine à se faire rembourser ce qu'elle a versé au titre d'indemnité pour les malades. Le problème, c'est que justement, là où on tombe sur un contexte juridique, c'est qu'on est dans un cas c'est un terme, dolosif, enfin c'est une réticence dolosive, c'est-à-dire que la CAFAT n'informe pas toujours, depuis quelque temps, grâce aux associations, depuis quelque temps, informe les malades qui sont victimes d'une maladie professionnelle qui peuvent poursuivre leur employeur. Mais c'est au malade de prendre cette responsabilité. Et ça, je n'ai pas les chiffres en tête, vous les avez certainement mieux que moi, mais c'est des histoires de 300 ou 400 millions que verse la CAFAT pour indemniser des malades, alors que c'est le résultat d'une faute inexcusable de la part de l'employeur. Alors vous avez raison, nous n'avons pas parlé des maladies professionnelles parce que les maladies professionnelles ne sont pas prises en charge par le RUAM, mais par le régime des accidents du travail. Donc, si vous le voulez bien, on organisera peut-être un colloque spécifique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et on pourra effectivement aborder cette question. Mais voilà la raison pour laquelle cette question-là n'a pas été abordée ce soir. Le RUAM n'est pas dans le champ de prise en charge du RUAM. Il reste, je reviens quand même sur le fait du contrôle, de ce qu'il ressort de toute la soirée, il n'y a pas de contrôle extérieur au territoire. Alors je sais bien que d'après notre statut, la santé est de compétence locale, mais vous avez quand même dit que vous faisiez à l'occasion appel à l'IGAS, et je pense qu'il serait bien de mettre leur nez dans ces affaires, notamment les histoires des maladies professionnelles et d'autres. Voilà. Et une autre question que j'avais, c'est, on a parlé un petit peu de la carte vitale, mais on n'a pas parlé vraiment complètement du schéma directeur du système d'information, qui est tout quand même une source d'économie importante, et en particulier aussi la modernisation de la nomenclature des actes médicaux. Je peux répondre sur l'un des volets, ou même les deux. Le schéma directeur du système d'information, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la carte vitale, pour dire qu'on ne peut pas malheureusement mener tous les chantiers en même temps. Et donc, nous avons pris le parti de privilégier le développement de l'offre de services dématérialisée aux cotisants employeurs. S'agissant de la nomenclature des actes professionnels, ça fait des années que nous travaillons sur cette question. En tout cas, on a travaillé, on a un petit peu moins travaillé sur cette question parce que ça ne semblait pas être hors de la CAFAT une priorité. Mais bon, je suis persuadé en tout cas que ça devrait l'être. On a aujourd'hui une nomenclature des actes professionnels qui est complètement en décalage par rapport à d'abord ce qui existe en métropole, parce qu'il se trouve qu'on applique les mêmes dispositions normalement, complètement déconnecté par rapport à ce qu'apprennent les médecins, qui aujourd'hui ne connaissent que la nouvelle nomenclature, la CCAM, et aujourd'hui une nomenclature qui ne permet pas de rémunérer au juste prix, me semble-t-il, un certain nombre d'actes qui aujourd'hui sont liés aux nouvelles technologies, enfin, etc. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, je crois que
La CAFAT officiellement le réaffirme régulièrement. Je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse passer à une nomenclature moderne des actes professionnels, en l'occurrence la classification commune des actes médicaux. Rebondir sur vos prévisions qui sont effectivement très alarmantes, parce que quand on voit que vous prévoyez donc un déficit de l'ordre de 10 milliards, si j'ai bien vu, à l'horizon 2018, on est donc véritablement face à un choix de société aujourd'hui. Pour regarder quelles sont les pistes éventuelles qui pourraient nous amener à réduire ces déficits, je crois qu'il faut remettre en perspective l'histoire. Quand en 2002 le RUAM a été créé, le législateur, en même temps que sa création, a prévu une taxe affectée. C'était la TSS. Et puis le gouvernement Gomez en 2009 l'a désaffectée. Donc ce premier choc n'a fait qu'accélérer le déficit. Ça c'est le premier point. Ensuite, le législateur, le politique, a décidé qu'il fallait avoir des infrastructures sanitaires plus modernes, ce qui est en soi concevable. Et donc il y a le Medipol qui intervient. Et là on sait qu'on va avoir un véritable choc sur les dépenses qui ne pourront que progresser. Donc je crois qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. On ne peut plus, aujourd'hui on a vu que les cotisations alimentent le RUAM à hauteur de 87%, les cotisations des entreprises et des travailleurs indépendants. Il est important de trouver d'autres pistes de financement parce que l'entreprise ne pourra pas continuer à financer à 87% les dépenses de santé du territoire. Donc pour reprendre ce que disait M. Corneille tout à l'heure lors de sa question, sans doute, oui, une taxe nouvelle affectée, c'est sans doute une des pistes. Et je crois que la deuxième piste, c'est évidemment la responsabilisation de l'assuré. Et ça, il appartient à chacun d'entre nous de transmettre cette volonté et que la CAFAT, en tout cas, soit intraitable sur des comportements qui ne seraient pas civiques à l'égard des prestations que l'on peut allouer. Je pense qu'il est temps de clore le débat. Je vous remercie en tout cas pour cette participation très active et je laisse Philippe Wamba pour le mot de la fin. Merci Virginie. Difficile pour moi de donner le clap de fin. Beaucoup de choses ont été dites au cours de cette soirée. Des décisions importantes vont devoir être prises pour assurer la pérennité de notre système de protection sociale. Après le temps de la réflexion doit venir le temps de l'action. L'objectif de ce colloque était d'apporter dans la continuité des assises de la santé initiées par le gouvernement un éclairage supplémentaire à l'attention des décideurs. Et j'espère vraiment que nous avons atteint cet objectif. Je ne serai pas plus long et je vous propose donc, si vous le voulez bien, de poursuivre nos échanges autour d'un petit cocktail qui vous est offert à l'extérieur. Et je voudrais également, au nom du conseil d'administration et au nom de toute l'équipe de direction, vous remercier de votre présence ce soir, de votre attention et de votre contribution par les échanges, les réflexions que nous avons eues ce soir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.